Donc, on va terminer sur ce chapitre donc, de l'amélioration du pool de greffons humains. Et maintenant, on va passer au dernier chapitre, encore une fois, du greffon. Oui, on s'applaudit. On s'applaudit. Et donc, le dernier chapitre qui est, en fait, la transplantation sans donneur. Moi, je voudrais introduire en disant seulement un mot. Curieusement, pour ceux qui m'entendent, en tant que transplanteur de foie, j'ai toujours considéré que la transplantation d'organes était un acte contre nature. Un acte contre nature parce que on va introduire dans un individu quelque chose qui n'est pas de lui. C'est une aberration sur le plan de l'identité du propre individu, de diminuer toutes ses défenses pour introduire un corps étranger. C'est vraiment un acte contre nature. Et là, ce qu'on va voir avec le foie autoconstruit, c'est refaire son propre organe. Et ça, c'est, je dirais, presque miraculeux, mais c'est accessible. Loïc Franco va en parler maintenant. Donc, merci beaucoup, Henri, de m'avoir invité à faire cette présentation et merci à notre chère présidente, notre première présidente de l'Académie, de nous recevoir. Alors, effectivement, l'idéal, c'est d'avoir une espèce de banque de foie construite dans un laboratoire et dont on va pouvoir disposer quand on voudra. Et donc, va-t-on réussir à fabriquer en laboratoire un foie à transplanter? Alors, toutes ces idées sont venues à partir du moment où on a découvert qu'il y avait des cellules souches pluripotentes, que ces cellules souches pluripotentes, elles pouvaient, en culture, se différencier en n'importe quel type de cellules matures, et qu'en prime, le prix Nobel des Japonais, c'est qu'on pouvait fabriquer des cellules souches pluripotentes à partir de cellules matures. C'est-à-dire qu'on prélève un peu de peau chez un sujet, on cultive cette peau avec un certain nombre de facteurs et on a des cellules souches pluripotentes et donc qui sont autologues à la personne à qui on les a prélevées. Donc, c'est tous ces concepts qui ont abouti à l'idée qu'on pourrait peut-être fabriquer des organes en laboratoire. Et en ce qui concerne le foie, ben, il y a trois procédés qui ont été testés. Alors, je vous dis tout de suite, hein, on n'est pas encore arrivé à avoir des étagères pleines de foie à transplanter. Vous n'attendez pas à un miracle à la fin. Trois procédés qui ont été testés. Premièrement, celui du foie décellularisé, recellularisé. Deuxièmement, la bioimpression du foie. Et troisièmement, faire une sorte de succédané de foie, un organoïde hépatique qui n'a pas du tout la gueule d'un foie, mais qui en a les fonctions en tous les cas. Alors, on va voir ces trois procédés. Premièrement, le foie décellularisé, recellularisé, ça date à peu près d'une quinzaine d'années. Ça a été vraiment quelque chose d'absolument formidable quand on l'a découvert. C'est que chez la souris, si on perfuse par la veine porte un solvant biologique de type Triton ou SDS, eh bien, on détruit l'ensemble des cellules, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que moins de 3% d'ADN, et on garde un squelette vasculaire, un squelette biliaire et de la matrice extracellulaire tout à fait normal. Si maintenant, sur ce squelette vasculaire, on perfuse des cellules euh, pendant un certain temps, 5 à 6 semaines dans un bioréacteur, eh bien, il y a une repopulation complète d'un foie qui devient un foie transplantable. Alors, le point intéressant, c'est que chez la souris, on peut recellulariser ces squelettes hépatiques murins par, bien sûr, des cellules de souris, différenciées ou souches, mais aussi des cellules humaines, différenciées ou souches. Et ainsi, à partir de foies de souris, construire des mini-foies humains, éventuellement transplantables chez l'homme. Alors c'était formidable et on a cru qu'on y était. Malheureusement, chez le gros animal, eh bien, ça a été un échec. Et on n'a pas réussi à faire de foie décellularisé, recellularisé chez le gros animal. Pourquoi? Probablement parce qu'il y a une altération du réseau vasculaire et de la matrice extracellulaire pendant la décellularisation et que donc cela entraîne une mauvaise recellularisation. Au bout du compte, on n'a pas de foie. Alors maintenant, on est en train probablement de court-circuiter ces inconvénients en utilisant des nouveaux procédés pour décellulariser le foie. Avant, on utilisait des solvants. Maintenant, on peut décellulariser le foie par des procédés physiques, le shear stress, des ondes de choc. Et il y a actuellement une société qui est Miromatrix, qui développe un squelette de foie de porc qui est recellularisé
par des cellules endothéliales humaines, venant du cordon ombilical, et par des hépatocytes porcins. Donc, on a refabriqué un foie avec un endothélium humain et des cellules porcines. Et ils ont un accord de la FDA pour faire un essai clinique, non pas pour transplanter ce foie, mais pour faire une épuration, un procédé d'épuration extrahépatique extracorporelle. Et donc, on va savoir bientôt si ce foie relativement gros peut fonctionner. Donc, il y a peut-être de l'avenir dans les foies décellularisés, recellularisés. Deuxièmement, je suis trop bien avec moi. Deuxième, ah, marche plus. Remettez-moi sur la bonne, la bioimpression. Donc, vous savez qu'il y a un certain nombre d'années maintenant, l'impression 3D a pris une grande importance, et en particulier dans l'industrie, on peut fabriquer énormément de choses par impression 3D. Et donc, l'idée est venue qu'on pourrait appliquer cette impression 3D à la biologie et à la fabrication d'organes, ce qu'on appelle la bioimpression. Alors, comment on fait? On fait une image numérisée 3D extrêmement précise du tissu ou de l'organe qu'on veut construire avec les nouvelles technologies d'imagerie. Deuxièmement, on utilise un logiciel guide qui intègre toutes les données de cette imagerie extrêmement précise. Et puis, ce logiciel guide s'adresse à une bioimprimante. Alors, il y a différents types de bioimprimantes par jet d'encre, par extrusion ou par laser. Et en particulier à Bordeaux, une société qui a développé une très bonne bioimprimante assistée par laser. Ah, zut alors, Pascal, vous m'en voulez là. Non, 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 je voulais pas bouger. Surtout pas bouger. Et donc, ce procédé permet effectivement actuellement de bioimprimer des tissus très simples. Le plus grand succès, ça a été de refaire du cartilage d'oreille pour les gens qui avaient eu un accident de la voie publique. Ça marche. Et puis, actuellement, cette société bordelaise Poietis est en train d'avoir la permission de la NSM pour faire un essai de greffe de peau avec de la peau entièrement bioimprimée. Ça n'a pas encore commencé. Alors, c'est assez simple. C'est pas vrai que c'est simple, hein. C'est assez simple pour des tissus simples. C'est beaucoup plus difficile pour des organes complexes comme le foie, le rein, le poumon, le cœur. Pourquoi? Parce que la morphologie elle-même est très complexe. Et deuxièmement, il y a un nombre de cellules à prendre en compte qui est extraordinaire, hein. Je vous rappelle qu'au niveau du foie, il y a 26 types cellulaires différents. Et donc, c'est encore extrêmement difficile d'imaginer qu'on va pouvoir bioimprimer un foie. Mais avec l'assistance de l'intelligence artificielle, le développement de l'imagerie tel qu'il est fait pour l'instant par une compagnie comme Avatar, par exemple, qui est vraiment fait de l'imagerie extrêmement fine au niveau cellulaire, il n'est pas impossible qu'un jour on puisse penser imprimer un organe complexe. Troisième procédé, c'est de fabriquer non pas un organe, mais un substitut, un succédané d'organe, c'est-à-dire un organoïde, c'est-à-dire de récapituler l'organogénèse in vitro. Alors, ça, c'est possible depuis les travaux d'un Japonais qui s'appelle Takebe, qui remonte à une dizaine d'années, qui a montré que si dans une boîte de pétri, on mettait des cellules souches mésenchymateuses humaines, des cellules souches qui étaient en voie de différenciation vers les hépatocytes, et puis des cellules souches endothéliales, on laisse mijoter pendant quelques jours et au bout de quelques jours, au milieu de la boîte de pétri, apparaît un petit bourgeon qu'on peut prendre avec une pince, hein, c'est vraiment quelque chose de substantiel. Et ce petit bourgeon, quand on l'examine, il a tout à fait l'allure d'un foie au point de vue histologique. Et ce bourgeon, il est capable de se connecter du point de vue vasculaire et ça a été étudié dans différents modèles. On sait qu'il a des fonctions, les mêmes fonctions que le foie. Et dans des essais chez des animaux, chez des souris, qui avait reçu une dose toxique d'un produit chimique, eh bien, ils étaient capables de prolonger la survie. Là, donc, beaucoup d'équipes se sont mises à fabriquer des organoïdes de ce type, en les complexifiant un peu hein, pour les rendre un peu plus fonctionnels. Par exemple, on y ajoute des cellules biliaires, on peut ajouter des cellules endothéliales spécifiques des cellules sinusoïdales, des cellules de Kupfer, et non, donc maintenant on a des organoïdes multicellulaires qui ont une structure de foie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un agencement canaliculaire en particulier. Et ces organoïdes,
donc qui ne sont pas un foie avec une veine porte, une veine cave, mais un bourgeon tissulaire, peuvent être non pas transplantés, mais implantés chez l'animal. Et le point intéressant, c'est qu'on peut l'implanter, certes, dans l'abdomen, par exemple, dans le mésentère, où il se vascularise relativement rapidement, mais on peut imaginer aussi, ça a été fait, de l'implanter dans des sites extra-abdominaux, par exemple, dans des ganglions lymphatiques pour certains, ou même en intramusculaire. Et donc, même dans ces situations-là, ces organoïdes fonctionnent et ont une fonction hépatique. Alors, ils ont donc l'aspect, mais pas la fonction. Voilà ce qu'on obtient lorsqu'on administre des organoïdes humains une fois encapsulés dans l'alginate chez les souris avec insuffisance hépatique. J'insiste sur l'alginate, c'est un point important parce que l'alginate permet de les isoler un petit peu au point de vue immunologique et de ne pas être tout de suite rejetés. Et vous voyez donc sur la figure de gauche ici que hop, les animaux qui ont reçu ces organoïdes implantés en intrapéritonéal, la courbe rouge, ont une durée de survie qui est bien meilleure que ceux qui n'ont pas eu ce traitement. Alors, si on regarde surtout la figure du bas, eh bien, on voit que pendant que ces organoïdes fonctionnent, le foie qui a été détruit par un toxique régénère et qu'au bout de 14 jours, on a obtenu au niveau du foie de l'animal un aspect complètement normal. Donc, ces organoïdes donnent le temps aux foies natifs de se reconstituer. On imagine très bien qu'on pourrait les imaginer, les utiliser dans des insuffisances hépatiques aiguës, dans la CLF par exemple, ou dans les conditions de non-fonctionnement primaire du greffon. Alors, j'insiste quand même sur un point. Là, vous avez vu que les organoïdes, ils sont petits. Hein, ce sont des petits bourgeons qui mesurent 4 à 5 mm, qu'il en faut un nombre considérable si on veut les utiliser chez l'homme. Et un des problèmes majeurs, c'est les techniques de production de masse industrielle de ces organoïdes. Et deuxièmement, le coût, parce que le coût de fabrication d'un petit organoïde est très important en raison du coût des facteurs de croissance qui sont utilisés pour fabriquer ces organoïdes. Et donc, un des problèmes actuellement pour lequel il n'y a pas d'essais cliniques utilisant ces organoïdes est celui de ce coût. Un des objectifs de certaines compagnies, c'est de réussir à faire par bioproduction, par les techniques d'ARN messager, des facteurs de croissance à un coût réduit. Alors, il est quand même vraisemblable que parmi les trois procédures que je vous ai présentées, c'est celle-ci qui va être utilisée la première en clinique dès qu'on aura réussi à réduire les coûts. euh, et que cette technique permettra non pas d'avoir une transplantation à long terme, mais en tous les cas de passer un cap chez des malades qui ont une insuffisance hépatique aiguë. Et puis, je pense que ça va donner le temps aux autres techniques de s'améliorer et je pense qu'on verra un jour des fois décellularisé, recellularisé, attendre sur une étagère d'être transplanté, et pourquoi pas, des fois bioimprimé. Il y a de l'espoir. Merci pour votre attention. Une petite précision, parce que tu ne l'as pas dit, où mettons ces organoïdes? Alors, je l'ai évoqué, on peut les mettre n'importe où. On peut les mettre dans le foie, Oui. pourquoi pas. La plupart des gens pensent le mettre en intrapéritonéal, ça se vascularise très vite. Mais comme je l'ai dit, on peut très bien les mettre en extrapéritonéal, en extra-abdominal. Vous savez que pour les îlots de Langerhans, maintenant, on peut les placer, par exemple, dans les muscles brachiaux. Ça marche très, très bien. Et on peut donc imaginer injecter 100 millilitres d'organoïdes dans le biceps droit, 100 millilitres dans le biceps gauche et avoir suffisamment de foie pour maintenir la vie pendant la période d'insuffisance hépatique aiguë. Donc vraiment, c'est un traitement qui peut être très simple. Voilà. C'est plus simple que la transplantation, même avec un robot. Très bien. Alors, y a-t-il des commentaires, des questions? Non, c'est passionnant, on est dans l'avenir, là. C'est incroyable où vous nous menez, hein. Bravo pour la présentation. Tu disais à un moment donné, certains les ont injectés dans des lymphatiques ou des ganglions lymphatiques. C'est quoi le rationnel? Eh bien, c'est que c'est assez bien vascularisé, en définitive. C'est juste ça. Oui, et qu'en plus, alors, ça n'a pas été montré, mais on imagine que ça puisse migrer et donc se proliférer dans le système lymphatique. On rêve, là, donner dans... Oui, une question, allez-y. Un micro, un micro. J'ai une question sur les xénogreffes. Vous n'en avez pas parlé.
Ah, les xénogreffes, je vais vous dire, xénogreffes, actuellement, ça redémarre. Ça redémarre avec les animaux transgéniques, le porc transgénique. Et Pascal, voilà, ça a été fait. j'ai une diapo, hein, si tu veux. Vas-y, Voilà, montre-la. la deuxième diapositive après, Pascal. Bon, donc, il va peut-être le dire, mais vas-y, deuxième diapo. Je savais que tu allais me poser la question, Laurent. Donc. Oui. Non, la deuxième diapo après le topo. C'est pas de La l'os. suivante, voilà. C'est pas de Voilà. l'os, ça t'intéresse. Voilà. Et donc, bon, tu sais, Voilà. la xénotransplantation, ça fait longtemps qu'on l'imagine, et puis ça a été arrêté, il y a un moratoire à cause en particulier des virus et tout ça. Et donc, ça a repris beaucoup d'importance à partir du moment où on a su modifier le porc qui est l'animal le plus proche de l'homme, hein, par des techniques de bioingénierie, de gene editing, en utilisant le système CRISPR-Cas9 en particulier. Et donc, cette modification, elle consiste premièrement à supprimer des gènes qui codent pour les xénoantigènes contre lesquels l'homme a des anticorps préformés. Donc, éviter l'hyper-rejet extrêmement précoce. Et deuxièmement, pour ajouter des gènes qui codent pour des protéines humaines, comme les protéines du complément ou les protéines de la coagulation, de façon à ce que les protéines produites soient des protéines humaines et n'agissent pas contre le greffon. Alors, il y a actuellement deux sociétés qui travaillent beaucoup là-dessus. Il y a United Therapeutics qui a fait simplement 10 modifications génétiques, 10 chirurgies du gène. Et puis, il y a une autre société qui s'appelle eGenesis qui en a fait 69. Donc, elle a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Alors, au début, comment tester ces xénotransplantations? Alors, c'est assez amusant parce que on l'a fait d'abord chez le primate non humain, mais on s'est dit le primate non humain, c'est pas l'homme, donc ça c'est pas très intéressant. Et c'était testé chez les donneurs. C'est-à-dire que les donneurs devenaient des receveurs de foie de porc bioingénierés. Et donc, ça a permis de voir un peu ce qui se passait et de voir un peu quelles étaient les modifications immunitaires et les traitements qu'on pouvait utiliser pour que ça soit mieux toléré. Actuellement, il y a des gens qui disent que ces deux modèles expérimentaux ne sont pas bons parce que le donneur, en général, il n'est pas en très bon état quand on lui transplante un foie de porc bio-ingénieré et qu'il faudrait vraiment passer à l'homme pour les tester. Il y a eu deux essais compassionnels qui ont été effectués, un avec le cœur, un avec le foie, avec une durée de vie pour le foie qui n'a pas été très grande. Hein, euh, mais il y a un premier essai clinique qui est autorisé par la FDA sur le rein. Ça date du 4 février, autorisation. Peut-être que depuis, Elon Musk l'aura supprimé, je ne sais pas. Hein. Et qui prévoit de faire d'abord six premiers greffons avec ces foies de porc bioingénierés. C'est avec la société, c'est avec United Therapeutics. Et puis, si il n'y a pas d'énormes problèmes avec ces six premiers, ils étendent ensuite l'essai à 50 receveurs de transplantation rénale. Voilà. Et il y a même le professeur Cooper du Massachusetts General Hospital qui vient d'écrire, accompagnant ces premiers articles, qu'il pensait que dans 50 ans, on n'aura plus, comme le disait Henri Bissuit, besoin de donneurs, mais qu'on aura effectivement à ce moment-là des foies de porc bio-ingénierés, parfaitement tolérés, sur des étagères où on ira se servir. Voilà. Merci. Alors, c'est bien, sauf, je ne suis pas d'accord. Pour une raison très simple. On peut résoudre, et on va résoudre le problème immunologique. Donc, régler le problème du rejet de la xélogreffe qui est majeur. Mais il y a un autre problème qui est spécifique au foie. Le rein est un filtre. Le cœur est une pompe. C'est mécanique. Le foie est un laboratoire. Et chacun va faire sa fonction. Le foie va construire ce qui est nécessaire à notre organisme, aux besoins de tous les autres organes. Alors, ça a été montré en 90 par Tom Sarl, qui a fait 2 transplantations humaines par des foies de babouin. Un est mort très tôt, l'autre est mort à 2 mois. Et qu'est-ce qu'on a observé chez cet homme au bout du premier mois? C'est que sa biologie sanguine était celle du babouin. Il avait une albumine qui était 2 fois la normale humaine, qui était la normale du babouin. Autrement dit, le foie laboratoire fait le laboratoire de l'animal dont il est extrait. On a dit d'ailleurs que l'homme était babouinisé par ce foie, car le foie, c'est quand même très important. Le foie, c'est le laboratoire de l'organisme. C'est lui qui fait tout ce dont on a besoin. Donc, mettre
un foie de porc, je suis désolé, il va faire du porc. Enfin, il va faire du porc. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, il va se transformer et faire de l'homme, mais au début, il va faire. Et puis, on ne sait pas quelle maladie métabolique il va développer. C'est pas seulement que l'albumine, la prothrombine, etc. Le foie ne fait pas que ça. Il fait d'ailleurs des choses qu'on ne connaît même pas, puisque vous savez très bien que quand chez un homme qui a une insuffisance hépatocellulaire aiguë terminale, une hépatite fulminante, on peut donner toutes les fonctions qu'on connaît du foie. On peut le faire. L'homme meurt quand même. On sait que le cerveau meurt et on ne sait pas aujourd'hui comment éviter la mort d'un animal à qui on a enlevé le foie. Donc, comment faire un laboratoire dont on ne sait pas ce qu'il est. Donc, le foie de porc va faire du porc avec des protections contre des maladies métaboliques qu'on ignore et peut-être pas contre des maladies métaboliques de l'homme. Donc là, c'est une grande inconnue. Personnellement, pour cette raison, je doute et je préfère les foies humains que tu prépares dans ton laboratoire que le foie pris dans le pôle animal, même si c'est de l'animal le plus ami de l'homme, comme tu as dit, le porc, même si l'on l'a un peu humanisé. Voilà. Juste pour répondre très rapidement à ta question, la société Genesis est vraiment en train de faire du gene editing de haute performance, c'est-à-dire qu'il va remplacer beaucoup des fragments d'ADN qui fabriquent on sait que l'ADN, il y en a qu'un petit bout qui fabrique des protéines qui sont vraiment utiles. Donc, ils vont essayer de remplacer pratiquement tous ces fragments d'ADN utiles pour les remplacer par des fragments d'ADN humains. Donc, il y a une réponse. Je ne dis pas qu'on va y arriver facilement, mais on voit une réponse possible à ce que tu viens de dire. Changer les hélices de dilemme. À partir du moment où on pose la question, on cherche la réponse. D'accord. Des remarques? Gina, oui. Moi, je reste toujours fascinée par Dominique Franco. J'adore vos interventions sur les foies artificielles. Alors, j'ai une question, mais un petit commentaire sur ce que vous avez dit pour la xénotransplantation. Effectivement, là, on voit que ça commence à marcher sur le rein avec les travaux d'Alexandre Loupy. Je pense que ça va aller très loin. Ils ont réglé le problème génétique. Ils n'ont pas réglé le problème des infections. Et je pense que dans le foie, c'est le problème des zoonoses. En ce moment, ça travaille à Alfort, justement pour désensibiliser, entre guillemets, désinfecter les organes des porcs pour enlever toutes les susceptibilités infectieuses. Ma question, c'est une chose que je n'ai jamais compris. Pourquoi la transplantation hépatocytaire n'a jamais marché? Il y avait au départ des résultats prometteurs chez les bébés, chez les enfants, pour les maladies métaboliques, et ça marchait très bien. Mais pourquoi ça n'a jamais marché, la transplantation des hépatocytes? Alors, d'abord, je vais contester ce que tu dis. Ça ne marchait pas très bien. Il y a eu plusieurs maladies métaboliques de type Crigler-Najjar ou des syndromes de dysfonctionnement des enzymes de l'urée qui ont été traités il y a 15-20 ans par l'injection d'hépatocytes isolés. Ça a, dans un certain nombre de cas, apporté une petite amélioration, mais jamais très importante et jamais durable. Et une des raisons, alors on a beaucoup travaillé sur l'injection d'hépatocytes, en particulier chez le petit animal, puis chez le singe, c'est qu'on perd énormément d'hépatocytes en les injectant par la veine porte. Énormément. Que deuxièmement, ils ont du mal à les situer ensuite dans les espaces intersinusoïdaux, ils ont du mal à franchir le sinusoïde, et qu'à la fin, on n'a qu'un tout petit nombre d'hépatocytes qui restent dans les travées. C'est une des raisons de l'échec. Et quand on revoit, moi j'ai revu récemment toute la littérature depuis Dawad et des gens comme ça, en fait, jamais il y a eu de très bons résultats. Alors, je ne pourrais pas trahir de qui ça vient, mais j'ai vu récemment une compagnie qui a proposé, qui vient de trouver la façon de multiplier les hépatocytes in vitro. Un des problèmes avec les hépatocytes, c'est que ça se divise in vitro. Voilà. Donc on est obligé de repartir de la cellule souche et tout. Mais ils ont trouvé apparemment une solution pour multiplier les hépatocytes in vitro. Donc avoir facilement des grandes quantités d'hépatocytes. Et ils viennent de proposer d'injecter ces hépatocytes dans la rate. Je trouve ça pas ça une bonne idée, dans la rate pour traiter effectivement des maladies congénitales de l'enfant. Donc voilà pour répondre en gros à ta question. Bien.
Hubert Jeannet. Oui. C'est Oui. en dehors des points soulevés par M. Bismuth, c'est quand même un grand espoir, mais cette société américaine, elle a su se préserver des associations de défense des animaux, parce que quand on voit ce qui se passe là, pour les écoles de chirurgie en France, par exemple, on s'est dit qu'aux États-Unis, les avocats doivent être prudents, non? Par les temps qui courent. Ils utilisent le porc. Oui, enfin, je pense que là, il y a quand même, on utilise le porc avec, avec en plus, c'est une souche bien particulière, hein. Elle est, comme tu as dit, elle est très, très décontaminée. Je n'en avais pas parlé, parce que je voulais pas dépasser mes 5 minutes, Oui, oui, oui. mais elle est très décontaminée. Je veux dire, Et donc, comme c'est une utilisation thérapeutique très précise, c'est accepté. Voilà. mais non, mais, écoute, on parle que du porc, hein. Chez le babouin, par exemple, Laurent, ça fait des transplantations. C'est pas avec des babouins, il y a très longtemps. Maintenant, c'est totalement, c'est impossible. Chimpanzé, ça a toujours été absolument interdit. Le babouin, c'est fini. Même le chien, on ne peut pas imaginer. Le porc, écoutez, on le mange. Alors, il faut être logique. Donc, c'est pas ça, c'est pas ça le problème. Je pense vous pas. savez que Alors les- maintenant, les animalistes, d'accord, ceux qui ne veulent pas qu'on mange de viande, après, évidemment, ça c'est vrai. Enfin, là, Enfin, ils ne sont pas majoritaires encore. On a un l'école de petit chirurgie là, à intervalle Clermont-Ferrand a de temps été pour très progresser, ennuyée, pour alors que progresser c'est dans pour ces faire de recherches. l'enseignement et de la recherche. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas, on est dans le temps. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais d'abord remercier Madame la Présidente et l'Académie de chirurgie de nous avoir invités. Je remercie également les orateurs, dont certains sont venus de très loin. Je sais que vous allez repartir. Hugo de Lisbonne, toi de Zurich. Remercier ceux qui sont venus de Bordeaux, c'est pas non plus très près, et Strasbourg. Dominique, je ne te remercie pas, tu es là. Donc, tu as pris le métro. Tu as pris le métro. Ça peut être une aventure quelquefois. Voilà. Et je vous remercie d'avoir assisté à cette séance. Alors, on a essayé de vous donner voilà, l'aspect actuel de la transplantation. Et si nous sommes invités, on reviendra dans quelques temps, je ne sais pas quand, pour vous réinformer des progrès. Je suis sûr qu'on en fera. Voilà. Et qu'on vous informera à nouveau des progrès qu'on a fait dans ce domaine. Voilà. Merci, professeur Bismuth. Merci à toutes et tous. Et ce qui a été très original, et il faudra qu'on le refasse, au-delà de la qualité, hein, évidemment, c'est ces présentations assez courtes et un temps très long pour la discussion. Bravo de l'avoir organisé comme ça, et vous avez mis la barre très haut. Merci beaucoup. Et la session est suspendue. Oh, merveilleux, plus le temps de parole. Je peux prendre le métro pour aller à Strasbourg.